Il y a quelque temps de là, j'évoquais dans ce roman initiatique la possibilité que Léonard de Vinci eût associé la Joconde à la Reine de Coupe. Oui, vous me direz, c'est un peu tiré par les cheveux, mais néanmoins, regardez le dessin que j'ai pris lorsque j'étais au Clos Lucé à Amboise, là où Léonard a terminé ses jours. Regardez ce dessin et dites-moi s'il n'y a pas un rapport étrange avec la coupe de la reine. Et plus je regardais ces dessins, et plus je me demandais comment un ingénieur de ce niveau, celui qui avait réalisé des machines incroyables, continuait à en dessiner sans que ce soit possible qu'elle fonctionnât, puisque à chaque fois il manquait le moteur. C'est pas le tout d'inventer un ascenseur, c'est pas le tout de dessiner un tourne-broche s'il n'y a pas le moteur qui va bien. Quelle drôle d'idée, non ? C'est un peu comme si les ingénieurs de chez Tesla dessinaient la voiture sans que l'on ait encore mis au point le moteur électrique. Et le chariot me dit, on ne met pas la charrue avant les bœufs. Qu'est-ce que ça signifiait cette histoire-là ? Est-ce qu'il aurait vu un autre monde et est-ce qu'il ne l'aurait pas dessiné comme un enfant qui dessine un hélicoptère et qui n'imagine pas la science incroyable qu'il faut déployer pour réaliser une turbine ? C'est une petite idée qui ne déplairait pas à ceux qui pensent que dans le tarot, on a planqué pas mal de choses secrètes, des mythes certainement, mais peut-être aussi des moyens de construire certaines choses. Très souvent, on a renvoyé le tarot avec l'Égypte antique. C'était une belle ruse de mon point de vue parce que quand Estrella et puis Cour de Gibelin ont commencé à dire que le tarot venait d'Égypte parce qu'ils étaient évidemment sous la pression de la mode qui était l'égyptomaniaque, l'égyptologie de ce voyage qu'avait fait l'empereur dans le Nil, eh bien on s'est aperçu que finalement, il n'y avait rien de crédible. Même Antoine de Gibelin a dit qu'il avait raconté des histoires parce que ça faisait bien de parler de l'Égypte et de l'associer avec le tarot de Marseille. Mais c'était une ruse de diversion de façon à ne pas attirer les regards ou en tout cas les repousser pour laisser le tarot à Madame Irma et puis laisser le tarot dans les tiroirs de l'histoire inconnue parce qu'on ne sait absolument rien sur l'histoire du tarot. Mais pour le tarologue et peut-être même l'égyptologue, ils ont un point commun, ces deux langages. D'un côté le hiéroglyphe, de l'autre côté l'arcane. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que tous les deux, ils ont, au travers de leur langue, fait des petits dessins. Dans un arcane, on voit l'oiseau de l'arcane 17, mais dans les hiéroglyphes égyptiens, on voit beaucoup d'oiseaux. On voit donc des animaux, on voit des choses, on voit des objets qui appartiennent au quotidien. On voit même des statues qui appartiennent au quotidien. Pour nous, sombres ignorants que nous sommes, quand nous sommes à Notre-Dame, on voit un bonhomme au milieu avec 4 espèces d'aviateurs avec des ailes, on se dit qu'est-ce que ça représente quoi ? Au Moyen-Âge, tout le monde va à la messe, tout le monde connaît le curé et tout le monde passe devant l'église, la cathédrale tous les jours devant et tout le monde sait très bien que c'est Jésus et les 4 archanges et que ça forme le tétramorphe. Donc en fait, il y a dans les cartes comme il y a dans les hiéroglyphes des choses, des objets qui appartiennent au monde quotidien. Là, on voit un personnage assis, probablement le pharaon. Ici, on voit une femme assise, probablement la justice. En tout cas, c'est ce qui est écrit en dessous, mais je me méfie de ce qui est écrit vu à la télé et ce genre de choses. J'y fais maintenant très attention. Et je dirais que tant qu'on n'a pas fait la 3D, on ne sait pas ce qui se cache derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? On voit bien qu'elle a une couronne en or qui touche la partie supérieure de la carte, signe que ça dépasse la carte. Donc, qu'est-ce qu'il y a au-delà de la carte ? Le monde invisible. Et qu'est-ce que ça veut dire que l'or ? L'or, c'est le métal le plus conducteur de tous. Ça nous conduit vers où tout ça ? Quand on regarde un pharaon assis, on a du mal à imaginer ce qu'il y a derrière, mais il y a d'autres hiéroglyphes, d'autres dessins qui nous font voir le pharaon. Regardez celui-là. Regardez ce qu'il a sur la tête. Il a son bonnet classique de pharaon, mais on dirait qu'on lui a mis quelque chose de spécial, comme si c'était des réseaux, comme si c'était des choses électroniques qui lui étaient posées au-dessus de la tête.
Ce dispositif, selon les électriciens, pourrait s'apparenter à un condensateur. Et regardez, il y a même le fil qui pend derrière et qui va peut-être être relié à quelque chose. Mais on peut faire toutes les supputations, évidemment. C'est facile quand on n'a pas les réponses. Et pour les égyptologues, c'est exactement la même chose. Ils nous parlent de Ankh à tout bout de champ. On n'a jamais retrouvé de Ankh dans toutes les fouilles. Jamais. On n'a vu que des dessins. On n'a jamais retrouvé l'Ankh. Ah oui, évidemment, c'est associé maintenant à l'immortalité. Bon, c'est pas un problème. L'immortalité dans le tarot, on connaît, c'est l'arcane 20, évidemment. Si on remonte après les Égyptiens, on va tomber sur les Grecs. Et puis là, on aura cette espèce de balance, là aussi, qui nous ramène, bien sûr, par hasard, à la justice. Mais ça nous ramène aussi, peut-être, au partie supérieure de l'Ankh. Et oui, c'est l'oméga, et il dit je suis l'alpha et l'oméga. Enfin bon, bref, il a sûrement pas dit ça parce qu'il parlait pas le grec, il a dit plutôt je suis l'alep et le tav, mais on s'en fout. L'idée, c'est de dire que la dernière lettre de l'alphabet grec, c'est oméga, et donc ça nous amène après vers un autre monde, le monde invisible, comme on disait, de l'arcane 20, qui symbolise évidemment la résurrection de Jésus-Christ. C'est peut-être aussi pour ça que dans l'arcane 8 de la justice, on pourrait peut-être chercher cet ankh, puisque l'on voit ce coussin qui est de couleur violette, et après le violet, c'est l'ultraviolet, c'est le monde invisible. Donc j'allais dire qu'il y a beaucoup de signes comme ça qui font dire que on pourrait aller voir vers autre chose du monde invisible. Et cet ankh qui est visible dans les dessins, qui est très bien sculpté, on en a des magnifiques, mais j'allais dire, on n'en a jamais vu en vrai, et ça interpelle. Vous me direz qu'il y a d'autres choses qu'on n'a jamais retrouvées, par exemple les was, qui sont évidemment peut-être plus périssables parce qu'ils sont faits en bois, mais on a aussi un autre objet qu'on voit toujours associé à l'encre, justement, c'est le djed. C'est quelque chose qui est comme ceci, et puis certains chercheurs ont associé à un empilement de pierres qui pourrait permettre de faire un condensateur. En tout cas, c'est ce que Gruet et Mouni ont observé, et ils sont pas les seuls. On a retrouvé une pile électrique maintenant à Bagdad qui date de Mathusalem. Donc oui, il faut se méfier quand même de prendre les anciens pour des niais qu'ils ne sont vraiment pas. Alors justement, l'Ankh est où dans le tarot? Eh bien, peut-être qu'on pourrait se dire cette justice là, cette justice, c'est pas la justice de l'Égypte. Comment elle s'appelait? Elle s'appelait Mat, pas le mat, mais le mat. Et à partir de là, eh bien, elle pesait les âmes. D'un côté, elle mettait une plume, et puis de l'autre côté, l'âme de la personne. Et puis, si c'était trop lourd, c'était plutôt l'enfer, sinon ça allait vers le paradis. Et sur l'arcane 8, on voit très bien la plume de Mat au pied de la vertu de justice. Et puis après la 8, eh bien naturellement, on a la 9, c'était Hermès avec un H comme dans Hermite, ou Thoth si vous préférez chez les Égyptiens, qui notait le résultat sur son livre qui est posé à ses pieds. Et puis après, évidemment, on allait vers la réincarnation, l'arcane 10, la roue de fortune, ça tournait, on en reprenait pour un tour, une nouvelle vie, etc., etc. 10 étant le 1 supérieur, donc une nouvelle vie, ça tombait bien. Mais ça nous aide pas à notre ankh. Par contre, si on regarde ce qu'elle a dans la main, la justice, c'est un peu bizarre, quoi. On a un peu l'impression que c'est le sommet de l'ankh, avec peut-être l'arrondi qu'on retrouve dans l'oméga, qui est même d'ailleurs un peu ovale. Et puis en dessous, il y a ce trait qui pourrait nous laisser supposer que subtilement, on a caché l'ankh. Mais après la 8, on a la 9, et évidemment, et la 9, qu'est-ce qu'il nous dit, cet ermite qui suit Mat? Eh bien, on voit effectivement dans sa main un début d'ankh encore un peu plus précis, mais c'est sûrement des idées que je dois me faire, mais peu importe. L'idée, c'est de chercher encore et encore. Je ne sais pas si on a trouvé quelque chose, mais à mon avis, on a véritablement découvert quelque chose qu'il faut continuer à regarder dans les détails et puis les associer dans tout le tarot, dans toutes les cartes, c'est-à-dire les 78, et oui, pas seulement les 22, pour comprendre le mécanisme. Sinon, on aura du mal. Vous comprenez bien que c'est pas demain qu'on va tout disséquer, qu'on va tout comprendre le tarot, mais peut-être pas à pas. Et l'ankh pourrait être évidemment pour nous quelque chose d'intéressant, d'autant que symbole d'immortalité, on en a encore quelques vies avant de découvrir tout ce qu'il y a de caché dans le
tarot. Voilà, j'en ai terminé avec ce petit clin d'œil avec l'Égypte. Ce sont des petites vidéos qu'on a sur cette deuxième chaîne. Sur la plus grande chaîne, ça dure plus longtemps et ça rejoint l'astro et le tarot puisque tout est lié. Donc voilà, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle ne vous a pas déplu et peut-être qu'elle vous a interpellé pour vous entraîner vers des recherches personnelles comme nous le faisons tous sur cette chaîne. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine fois pour de nouvelles aventures.